Bonsoir à tous. Ces derniers jours, il a été beaucoup question des Comores dans l'entretien du jour, de la crise qui couvre dans ce pays, des griefs de l'opposition contre le président Azali Assoumani. Ce soir, c'est une autre voix que nous entendrons, celle qui défend évidemment le régime en place. Maître Saïd Larifou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du parti RDJA, c'est ça? RIJA, le président RIJA. Ouais. C'est ça, Rassemblement pour une initiative de développement avec la jeunesse avertie. J'ai bien dit, très bien. La dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, je crois que c'était en 2015, vous étiez venu me parler de votre candidature à la présidence de la République en 2016, l'année suivante. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis ? Écoutez, les élections présidentielles ont eu lieu. Oui. Sur 25 candidats, je suis arrivé en 5e position. Et au deuxième tour, puisqu'il fallait faire le choix sur l'un des candidats retenus au deuxième tour, j'ai choisi de soutenir, enfin le RIJA a choisi de soutenir le candidat Mamadou. Mamadou a été battu, Azali a été élu président de la République. Et depuis, le président Azali a défini une orientation, un concept qui me semble tout à fait adapté à la fois aux besoins des Comores, à savoir ce concept de l'émergence. J'y crois beaucoup, même si les difficultés y sont également. Il y a des difficultés, il y a toute une société à remettre en cause pour pouvoir définir un nouveau cap pour les Comores. Je trouve la démarche tout à fait courageuse de conduire les Comores à l'émergence. Courageuse, même si le chemin est semé d'embûches. Vous avez pardonné au président Azali alors? Non, moi j'ai une vision pour les Comores. Je vois le futur, rarement le rétroviseur. Vous voyez? Bon, donc, ce qui vous savez de quoi je parle? Oui, bon, vous voulez parler de l'emprisonnement? Oui. Bon, voilà, bon, c'est une démarche. Hein. Moi, les difficultés que j'ai eu à rencontrer dans le passé et que je rencontrerai demain m'importent peu. Ce qui m'anime, ce qui me préoccupe, c'est le sort des Comores et des Comoriens. Très bien, on va parler alors du sort des Comores et des Comoriens. Que se passe-t-il dans votre pays? Le président que vous soutenez aujourd'hui est redevenu celui qui vous a emprisonné. Vous le sentez venir ou pas ça? Oui, bon écoutez, vous savez, on est un petit pays, on est 800 000 habitants, on se connaît. Moi j'ai mené, et je mène encore, un combat politique, ça fait déjà 18 ans. Donc j'ai fait le tour. Ceux avec qui j'étais hier étaient dans l'opposition, ils étaient dans le pouvoir. Je fais le tour des leaders politiques, voire même les anciens présidents. J'ai eu à militer avec certains dans l'opposition. J'ai eu à combattre contre certains qui étaient dans le pouvoir. Bon, j'ai vu Azali effectivement à plusieurs reprises. Je l'ai vu prendre des engagements. J'ai pas envie de m'inscrire, j'avais pas envie, et j'ai pas envie encore de m'inscrire dans une opposition systématique. Vous voyez, je pense qu'il est temps que nos dirigeants adoptent un profil, une posture de rassemblement, puisque le niveau où se trouve le pays actuellement nécessite un rassemblement de tous les Comoriens pour dire que nous voulons effectivement le changement. Voilà. Le changement quitte à fouler aux pieds les règles les plus élémentaires des droits de l'homme, pourvu qu'on arrive au changement, c'est ça? Soyons précis, lorsque vous parlez de règles des droits de l'homme, allons-y, dites-moi de quoi il s'agit. On va évoquer le cas de l'ex-président Sambi, par exemple. Qu'est-ce qui lui est Comment arrivé? va-t-il? Bah, écoutez, Sambi, il fait l'objet d'une décision d'assignation de résidence surveillée. Ah, vous-même, vous voyez, vous-même, vous dites assignation, après vous dites résidence surveillée. Non, c'est résidence surveillée, c'est le terme, effectivement. Maître, quelle est la définition d'une résidence surveillée et d'une assignation à résidence? S'agissant de Sambi, il fait l'objet d'une décision administrative qui a été prise par le ministère de l'Intérieur des Comores, qui a estimé que les propos, les déclarations et le comportement du président Sambi et d'autres éléments qui m'échappent et qui échappent au commun des mortels, mais qui sont à la disposition des autorités comoriennes, celles qui
qui ont la responsabilité à la fois de la sûreté et de la sécurité nationale, ont estimé que son comportement sont de nature à porter atteinte à l'ordre public. Bon, ça se fait. Hein. Le Comore n'est pas le premier pays, ni le dernier pays à prendre une mesure pour préserver effectivement l'ordre public. Bon, cette mesure a été prise et le président Sambi a eu recours, ce qui est tout à fait normal, et c'est son droit, a eu recours à la justice pour demander à ce que cette mesure soit annulée. La justice s'est prononcée, a rejeté sa demande. Comme par hasard. Non, je sais pas. C'est pas du hasard, au fait. C'est pas du hasard, puisque, bon, si vous voulez qu'on parle du fond, oui, et puis de la forme, bon, voilà, on parle du fond pour que... C'est pour ça que je vous ai fait venir. Voilà, justement, si on parle de la forme, s'agissant de la requête qui a été introduite devant le tribunal de Moroni, le tribunal de référé. Bon, la requête a été déposée contre le ministère de l'Intérieur. Vous voyez, bon, la saisine a été mal engagée et mal faite, vous voyez, et le juge d'instruction a estimé, le président du tribunal de Moroni a rejeté la requête pour une raison tout à fait évidente, c'est qu'elle n'a pas été régulièrement saisie. S'agissant du fond du dossier, le fond n'a pas été examiné. Mais bon, je vous parlerai du fond, puisque comme j'ai eu à intervenir dans le dossier en ma qualité d'avocat, j'ai tout simplement dit que lorsque, par exemple, un ancien président, c'est quand même pas n'importe qui, Sambi, il a ses militants qui sont nombreux. Lorsqu'un ancien président tient des propos qui sont de nature, justement, à porter atteinte à l'ordre public, du style un propos. Voilà, du style que si je meurs, je ne souhaiterais pas être le seul à mourir. Vous voyez? Et lorsque vous êtes un ancien président également, vous allez à la prière. Vous savez, au Comore, c'est un pays musulman. Vendredi, c'est une journée sacrée. Les gens, ils vont à la mosquée pour prier. La prière de vendredi. Nous, il y a une pratique tout à fait nouvelle au Comore qui inquiète pas seulement les autorités, et même les pratiquants. Les prières de vendredi sont consacrées aux prières. Et non pas à des meetings politiques. Il y a un phénomène tout à fait nouveau au Comore qui veut que, écoutez, maintenant, lorsqu'on va à la prière de vendredi, ça se transforme en meeting politique. Maître, si l'espace public est verrouillé par le pouvoir que vous défendez et que les gens ne trouvent que l'occasion, par exemple, d'une prière mortuaire pour pouvoir s'exprimer, vous ne pouvez pas leur refuser de s'exprimer. Je vous ai connu plus virulent que cela il y a quelques années sur la défense des libertés, des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je vous trouve très conciliant avec le gouvernement Azali. Non. Moi, vous savez, mon engagement politique repose sur le respect des fondamentaux, tels que la liberté, vous voyez, mais pas l'anarchie. Vous voyez, j'ai milité, je défends et je défendrai encore ce principe de liberté. C'est le socle même de mon engagement. Et pourquoi cela ne s'applique pas au président Sambi? Là, tout à l'heure, ce qui est intéressant dans vos propos, vous parlez de prière mortuaire. Vous voyez, justement, lorsque vous allez dans la mosquée, vous faites une prière mortuaire. Ça veut dire qu'il y a un cercueil. Vous devez avoir un minimum de respect, surtout lorsque vous êtes un ancien dirigeant. Vous devez avoir respect. Ne me dites pas que c'est le président Sambi qui s'est mis à hurler. On lui prête l'intention d'avoir surchauffé ses partisans pour pouvoir huer le président Azali. C'est ça, en fait, qui lui vaut aujourd'hui d'être assigné à résidence. Vous savez, la notion même de trouble à l'ordre public, lorsque les autorités sont amenées à prendre une décision administrative de placement à résidence surveillée, lorsqu'il y a des éléments ou bien un comportement d'une personne qui se trouve sur un lieu, vous voyez, et que ce comportement est de nature, pouvait faire croire que cette personne pourrait constituer un trouble à l'ordre public, ça suffit à prendre une mesure. C'est une mesure au fait préventive. C'est une mesure préventive. Bon, qui a été prise. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé, puisque la preuve... Comme la mesure qui frappe aujourd'hui le secrétaire général du parti Joua, qui est aussi sous mandat de dépôt, même si le procureur a requis, par exemple, du sursis contre lui. Bon, vous savez, moi, je vais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord, même si vous le dites à juste titre que je suis constitué dans un certain nombre de dossiers, notamment dans le dossier qui concerne le président Sambi. Je ne suis pas d'accord qu'on verrouille effectivement les libertés, puisqu'on ne peut pas faire progresser une société si les libertés sont verrouillées. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Mais en revanche, je m'oppose aussi à l'anarchie.
Vous voyez, lorsque vous faites une demande d'autorisation de manifester, ce qui est tout à fait votre droit, oui, on peut vous l'accorder. Mais lorsque vous faites une demande pour être autorisé à désobéir, à une désobéissance, là c'est différent, vous voyez, c'est différent. Donc on n'a plus le droit de désobéir dans un pays, on n'a plus le droit de protester contre la dérive autoritaire d'un régime. C'est ça aux Comores désormais. Non, pas seulement aux Comores, partout dans le monde. Ici où nous en sommes, où j'y suis actuellement en France, on a le droit de manifester partout. Oui. Mais lorsque vous le dites clairement oui. que nous allons manifester pour empêcher, allons-y, la tenue du référendum. Oui. Ben, écoutez, là, c'est quand même un trouble à l'ordre public. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de casse de biens publics, et il y a juste des manifestants qui protestent contre une vision. On va recentrer le débat pour que les gens comprennent ce qui se passe. Aux Comores, depuis quelque temps, la vie politique s'agite parce que le président Azali Assoumani, qui vient de boucler 2 ans à la tête du pays, puisqu'il est arrivé le 26 mai 2016, c'est ça, si je ne me trompe pas, à la tête du pays, a décidé, à la suite des assises nationales qu'il a organisées et que l'opposition dénonce d'ailleurs, a décidé d'aller au référendum pour pouvoir soumettre les conclusions donc de ces assises nationales au référendum. Sauf que ce qui se passe, et ce que vous ne me dites pas ce soir, c'est que se trame derrière ce projet de référendum quelque chose qui fait peur à vos compatriotes, c'est-à-dire que le président profite de ce référendum pour changer la Constitution et se maintenir au pouvoir. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, je ne vous ai pas dit puisque vous ne m'avez pas posé la question. Et comme vous me posez la question, maintenant je vais vous répondre. Oui. D'accord? S'agissant des assises, les assises ne sont pas l'initiative du président Azali. Oui. Les assises sont l'expression, la volonté de la société civile comorienne dans son ensemble. Téléguidée, n'est-ce pas? Bon, on reviendra. C'est une volonté exprimée avant même l'arrivée le retour d'Azali au pouvoir par la société civile comorienne dans son ensemble. Voilà. Ikilulu, qui a été saisi par la société civile, l'ancien président des Comores, a dit que non, il est hors de question pour moi d'organiser ces assises à quelques mois des élections présidentielles. Attendons le prochain président, s'il est intéressé, il l'organisera. Oui. Bon, donc, Azali a été sollicité. Je suis parmi ceux qui ont effectivement sollicité le président Azali, comme tant d'autres, pour la tenue de ces assises. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ces assises? Je pense que nous, les Comoriens, nous devons être fiers. Moi-même, personnellement, j'en suis fier d'avoir été un des artisans de ces assises, d'avoir été contribué pour que mon pays, les Comores, puissent effectivement poser ses pieds et puis dire, écoutez, qu'est-ce que nous avons fait de notre pays depuis 42 ans? Oui. Voilà, avoir un regard rétrospectif et puis prospectif également des Comores. C'est ça, au fait, l'objet de ces assises. Oui, Azali, ce n'est pas ce n'est pas le principe des assises qui est remis en cause. Non, vous le savez, ce sont les conclusions et l'interprétation que puisque vous dites tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure qu'Azali a récupéré les assises. Au fait, le terme, c'est ça. Oui. Voilà. Bon, je vais vous dire qu'Azali a été sollicité et il a accepté en juillet dernier de dire que le 6 juillet, lorsqu'il s'est adressé à la nation, pour dire que j'ai été sollicité, et je suis tout à fait d'accord. Il est allé aux Nations Unies. Oui. Il est allé aux Nations Unies en septembre 2017 pour dire que, écoutez, la société civile comorienne a pris une initiative, et je partage cette initiative. Nous allons effectivement aux Comores tenir ces assises, et je fais appel à la communauté internationale pour nous soutenir. En ma qualité de chef de l'État, garant moral des institutions comoriennes et puis de la société comorienne, je me porte effectivement disponible, je me déclare disponible pour soutenir cette initiative. Il l'a fait, il a donné le moyen, n'est-ce pas? Les assises se sont tenues, elles se sont achevées. Il y a eu des conclusions, sauf que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont les assises se sont déroulées. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a eu des conclusions. Ce qui se passe, et c'est là que j'aimerais qu'on évolue sur cette discussion, c'est que le président décide d'organiser dans les mois à venir un référendum sur la base allez, on va dire, de ce qu'il appelle les conclusions des assises. Non, ce n'est pas lui qui appelle les conclusions des assises. Je pense qu'il est très très important, à la fois pour les Comoriens, notamment ceux qui sont établis dans la diaspora et la communauté internationale qui nous regarde, d'apporter quelques éléments, n'est-ce pas? Premièrement,
je l'ai dit tout à l'heure, que l'initiative ne vient pas d'Azali. Oui. Et que les assises ne sont pas des assises au fait politiques. C'est une assise, ce sont des assises nationales auxquelles on prit part. On prit part. La société civile comorienne. Une partie de la société civile. Non, la société civile. J'ai reçu Mme Nadia Tourki ici, qui m'a expliqué qu'il y avait une partie de la société civile qui avait boycotté ces assises, par exemple. Et je vais vous dire que la société civile, je ne sais pas si on a le temps, mais je vous dirai comment était composée. On n'a pas le temps. Bon, malheureusement. Mais en tout cas, la société civile comorienne a été représentée à la fois au CEPAN, qui était l'organe qui était chargé d'organiser les assises. Ils étaient tous présents. Oui. Bon, Madame Nadia, dont vous me parlez tout à l'heure, oui. elle était recrutée comme experte, n'est-ce pas? Et puis, bon, son contrat a pris fin, elle est partie. Bon, voilà, mais sinon, la société civile était bien présente. Bon, revenons sur l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est quoi? Vous cautionnez le référendum. Non, on est d'accord. Écoutez, moi, je cautionne la traduction dans des faits, des recommandations. Oui. Vous voyez, ce ne sont même pas les conclusions d'Azali, mais ce sont les recommandations de tous les Comoriens qui ont pris part à ces assises, auxquelles, je disais tout à l'heure que les assises ne sont pas une rencontre des politiques, des appareils politiques. Les assises regroupaient tous les Comoriens. C'est une première en Afrique, au fait. C'est pour cette raison que je parlais de les conférences nationales. Oui, mais ça c'est pas pareil. Vous savez, les qui ont apporté la démocratie et la stabilité. La différence entre les conférences nationales et les assises, les conférences réunissent les appareils politiques, n'est-ce pas? Et les assises ont réuni la classe politique, la société civile, dans toute sa composante. Et c'est pour cette raison que les Comores constitue une expérience. C'est une première expérience au monde, et en Afrique particulièrement. Et c'est pour cette raison que la communauté internationale a salué cette initiative. Passons. Maintenant, concernant les recommandations des assises, ben, les recommandations, il y a des recommandations sur le volet institutionnel, des recommandations sur le volet économique, sur les volets sociaux, économiques et culturels. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire de ces recommandations? Il faut les mettre dans les poubelles? Non. Il faut les traduire en volonté politique maintenant. Et Azali a estimé qu'il est effectivement approprié d'avoir recours non pas au Congrès, mais d'avoir recours au peuple. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi l'option référendaire. Voilà. L'option référendaire, c'est assez étrange pour un président qui dessaisit la Cour constitutionnelle de ses prérogatives sous prétexte qu'il n'y a pas assez de membres, de transférer donc ses pouvoirs à la Cour suprême. Et tout ça, vous trouvez ça normal, maître? Vous qui êtes un brillant avocat. Bon, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, on organise, le président de la République a décidé de traduire dans les faits les volontés de la population qui s'est réunie dans le cadre de ces assises. Il a choisi l'option référendum. Est-ce qu'il a le droit, d'abord, de prendre l'initiative d'organiser un référendum? Oui, c'est un pouvoir présidentiel, premièrement. Dans quelles conditions? Là, vous me parlez de la Cour constitutionnelle. Vous dites d'enlever les compétences de la Cour constitutionnelle au profit d'une autre instance. De la Cour suprême. De la Cour suprême. Là-dessus, j'apporte de la nuance, voire même d'explication par rapport à cela. Expliquez, s'il vous plaît. Bon, s'agissant de la Cour constitutionnelle, il est de notoriété publique que la Cour constitutionnelle comorienne ne fonctionnait plus depuis 12 mois, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de la volonté du président Azali? Non. Pourquoi donc pas réformer cette Cour constitutionnelle, la reconstituer, lui redonner les moyens? Mais justement, les réformes de la Cour constitutionnelle, c'est dans le projet référendaire, n'est-ce pas? Bon, le président Azali avait-il le pouvoir de désigner des membres de la Cour constitutionnelle au lieu et place des autorités constitutionnellement habilité à le faire? Non, il n'avait pas le pouvoir de le faire, n'est-ce pas? Vous êtes un homme politique, vous savez comment ça se passe. Non, mais là on ne parle pas de politique, on parle... on parle de politique. Malheureusement, c'est là qu'il y a une collision entre la politique et le droit, tout simplement parce que vous saviez que si les autres gouverneurs qui devaient nommer donc à l'intérieur de la Cour constitutionnelle leurs membres ne le faisaient pas, le président de fait pourrait toujours se prévaloir, et c'est ce qu'il a fait, et que cette cour ne fonctionnait pas. C'est ce qui s'est passé. Oui, je vous comprends ce que vous voulez dire, mais j'ai le droit aussi, voire même l'obligation d'apporter des précisions. Apportez-les, c'est pour ça que vous êtes là. Bon, lorsque vous parlez de transfert
Ah non, non, d'accaparer le pouvoir de la Cour constitutionnelle, non, c'est un terme qui me paraît disproportionné, voire même inapproprié. Il s'agit quand même des gouverneurs, n'est-ce pas? Il s'agit des vice-présidents qui sont seuls habilités à désigner des membres de la Cour constitutionnelle. Le greffe de la Cour constitutionnelle leur a écrit une lettre pour dire, bah, écoutez, désignez vos représentants au sein de la Cour. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est la responsabilité du président Azali? Il y a chez nous, et comme partout dans le monde, ce qu'on appelle une règle fondamentale, la séparation des pouvoirs. Ils n'ont pas usé de leur pouvoir qui leur est attribué par la Constitution comorienne. Bon, là, on est devant un blocage, au fait. Il y a un blocage institutionnel. La Constitution comorienne, notamment l'article 12.3, donne la possibilité au président de la République d'avoir recours à une décision exceptionnelle face à une situation de blocage. Vous êtes un homme de droit, n'est-ce pas, maître? Oui, tout à fait. Il n'a pas voulu affaiblir la Cour constitutionnelle pour pouvoir faire ce référendum et pour que le référendum puisse passer comme une lettre à la poste, pour qu'il puisse insérer dans la nouvelle constitution la fin de la présidence tournante, etc. Non, je pense que, vous savez... C'est un procès en sorcellerie. Oui, je pense, oui, c'est un faux procès qui est intenté contre le président Azali parce qu'il y a le greffe de la Cour constitutionnelle, c'est très important, qui a adressé des lettres à chacune des autorités habilitées à désigner des membres de la Cour. Ils ne l'ont pas fait, monsieur. Ça fait 12 mois. Donc c'est une situation de blocage. On veut imputer à Azali la responsabilité de la défaillance de ceux qui n'ont pas désigné des membres. Non. Il a assumé ses responsabilités de chef de l'État, a fait usage de l'article 12.3 de la Constitution comorienne, a transféré. Il n'a pas dissous la Cour constitutionnelle. Il a transféré les compétences de la Cour à la Cour suprême. À la Cour suprême, qui est composée des hauts magistrats, le plus haut magistrat de notre pays. Bon, donc, là, il n'y a pas un vide institutionnel, n'est-ce pas? Mais il y a un transfert de compétences à titre provisoire. Ceux qui sont à la Cour suprême sont des gens qu'on pourrait contrôler facilement puisqu'ils sont nommés par le président, non? Qu'est-ce qu'il faudrait alors chez nous? Ne pas avoir des magistrats? Tous les magistrats comoriens sont désignés par décret présidentiel. Tous les magistrats comoriens. Est-ce qu'on va dire comme quoi l'institution judiciaire est dans l'approche d'Azali également? Alors que ce sont des magistrats, des hauts magistrats qui ont autant d'expérience que moi dans le domaine juridique et constitutionnel. Donc je pense que nous avons eu une triste expérience aux Comores des pratiques des jurisprudences de la Cour constitutionnelle. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il y a eu les assises nationales, la volonté de tous les Comoriens, c'est que la Cour constitutionnelle soit supprimée. Voilà. Et le peuple comorien aura à se prononcer le 30 juillet pour savoir s'il maintient la Cour constitutionnelle dans la configuration actuelle. Le référendum a donc lieu le 30 juillet prochain. Le référendum aura lieu le 30 juillet prochain. Contre vents et marées. Quitte à marcher sur quelques cadavres. Non, il n'y a pas de cadavres à marcher. Bon, je peux vous dire, lorsqu'on parle de la liberté d'expression, l'opposition comorienne, messieurs, renseignez-vous, mais vous êtes un observateur très averti. L'opposition comorienne s'exprime dans les médias publics. Aucun journaliste, à l'instant où je vous parle, n'est emprisonné pour un délit d'opinion. Aucun prisonnier politique aux Comores à l'instant. Vous savez, Azali, et c'est pour cette raison que je parle, on peut le critiquer, puisqu'effectivement, il y a des choses à dire le concernant, mais lorsqu'on dit un dictateur, puisque c'est ce qui se dit partout, moi je souhaiterais voir ce dictateur africain qui accepte de rendre le tablier 3 ans avant la fin de son mandat. Le président Azali accepte, au terme des réformes à venir, il n'accepte pas de rendre le tablier, maître. Malheureusement, on arrive presque au terme de cet entretien. Ne me dites pas qu'il accepte, puisque ce qui va se passer, c'est qu'au terme du référendum, le président dit « Je remettrai en jeu mon pouvoir pour qu'on aille à de nouvelles élections. » Mais vous parlez d'élections. Oui, c'est une astuce pour pouvoir se représenter et donc rendre caduque la limitation du mandat. Vous ne pouvez pas me dire, je suis juriste comme vous. Non, oui, tout à fait, mais je ne dénie pas non plus votre capacité d'analyse. Mais vous ne pourrez pas non plus sous-estimer ce caractère, quand même, cet engagement de dire que, écoutez, je démissionne pour pouvoir me représenter. Vous voyez, Azali va démissionner pour pouvoir se présenter aux élections. Il a le droit de le faire. Ben, il va le faire.
Il va démissionner. Pour pouvoir rester au pouvoir ensuite 2 fois 5 ans. Mais Azali, c'est un citoyen comorien. Comme n'importe qui, il peut se présenter aux élections. Azali ne va pas accaparer le pouvoir. Il va démissionner pour se présenter aux élections au même titre que les autres Comoriens. Et à partir du moment où la Cour suprême lui est favorable, on ne voit pas comment il ne pourrait pas gagner les élections. Non, mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle. La Cour suprême qui va voter, c'est les Comoriens, c'est le peuple comorien qui va voter. Ce n'est pas la Cour suprême. Comment on saura si les élections ont été libres et transparentes? Bon, je peux vous dire que ça fait 15 ans, les Comores, nous pourrons nous féliciter. On a eu une époque des mercenaires. Maintenant, c'est la démocratie qui s'exprime dans les urnes chez nous, avec difficulté et des irrégularités, je suis témoin, pour le dire. Je peux le dire. Avec quelques irrégularités, mais quand même, nous pourrons nous féliciter d'un progrès qui est lent, graduel, des Comores vers la démocratie, un état de droit. On n'y est pas encore, mais je pense qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. Bon nombre de Comoriens s'inscrivent dans cette dynamique. Je suis parmi ceux-là. Maître, on va conclure sur une dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer une sortie de crise dans votre pays sans effusion de sang et dans le calme, le respect des uns et des autres, des libertés des uns et des autres? Ce sera ma dernière question. Mais le Comores n'est pas en crise. On était en crise, mais le Comores n'est pas en crise. Non. Il n'y a pas d'effusion de sang non plus au Comores. Non, je pense que j'ai bien fait d'accepter cette invitation justement pour porter un autre regard réjouissant, dynamique, des Comores. Il y a une dynamique qui est enclenchée, nous avons besoin de tourner la page. Vous voyez, le moment de rassemblement est venu. Et c'est pour cette raison que j'ai répondu à l'appel. Vous savez, l'opposition comorienne, je l'incarne, l'opposition comorienne. Ceux qui aujourd'hui disent comme quoi nous nous opposons à Azali, ils étaient au pouvoir, tous au pouvoir. Ils ont amené notre pays au niveau où il en est actuellement. C'est pour cette raison que d'autres jeunes, d'autres nouveaux cadres, je fais appel à eux. Qu'effectivement, c'est très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Le pays n'est pas encore arrivé à un état de droit qui est suffisamment structuré. On doit tout commencer à zéro. Tout reprendre, recommencer à zéro. Ça demande, effectivement, il y aura des remous, il y aura des chamboulements, il y aura des cris. On ne pourra pas faire d'omelette sans casser les œufs. Non, il faut les casser pour aller de l'avant, justement. Très bien. Maître Saïd Larifou, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour, président du parti RIJA, avocat du pouvoir en place aux Comores en ce moment. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.